8h41 sur Europe 1, la revue de presse, Olivier Delagarde. On commence par deux informations à la une des Échos. Oui, parce que le contraste entre ce qui se passe en France et dans le reste du monde est parfois assez stupéfiant. La première info nous vient de chez Samsung en Corée. La direction vient d'imposer la semaine de 6 jours à tous ses cadres. Inquiet de la dégradation de ses résultats, Lee Jae-yong, le petit-fils du fondateur, ordonne à tous ses directeurs et contremaîtres de venir travailler le samedi ou le dimanche, sans aucune compensation financière évidemment. Et l'initiative pourrait faire des émules, indique Yann Rousseau, le président de SK Hynix, bravo. Le deuxième conglomérat du pays vient aussi d'envoyer un message à ses salariés, leur expliquant que compte tenu du climat économique, il était temps de resserrer les cordes de la harpe SIC. Pendant ce temps-là, en France, je vous rappelle que le gouvernement souhaite expérimenter la semaine de 4 jours dans la fonction publique. La cigale et la fourmi, La Fontaine n'est pas mort. Mais l'info qui va vous faire tomber de l'armoire, c'est ce qui se passe à la SNCF. On avait cru que la compagnie ferroviaire avait fait l'objet d'une réforme des retraites, que les cheminots étaient désormais presque les égaux des autres travailleurs de ce pays. Eh bien, on avait tort. La réforme vient d'être en grande partie détricotée par la direction, nous apprennent les Échos. En échange d'une paix sociale durant les ponts du mois de mai et probablement des JO, la direction de la SNCF a lâché un accord qui réduit pratiquement à néant la réforme passée. Signe qui ne trompe pas, tous les syndicats maison l'ont signé, du jamais vu de mémoire de cheminots. Il faut dire que c'est pas mal, hein. Désormais, 3 ans avant de partir à la retraite, les contrôleurs pourront commencer par ne plus travailler que 75%, payer 100%, puis pendant 18 mois, travailler 0%, payer 75%. La direction de la SNCF ne veut pas communiquer sur ce que cela va coûter, mais dans son éditorial, David Barrault ne cache pas son écœurement, parce que si on ne sait pas combien, on sait qui va payer, les contribuables et les clients. Mais plus grave peut-être, cet accord aura aussi un coût moral, prévient-il. Les privilèges accordés vont encore creuser l'écart entre une caste de salariés bénéficiant d'un pouvoir de nuisance et les autres. Bref, à la SNCF, on préfère jouer de la flûte que de resserrer les cordes de la harpe. Après la musique, la peinture, quelle est selon vous, mon cher Dimitri, l'œuvre la plus décevante du monde? Oula, pas facile. Je ne sais pas. Eh bien, c'est la Joconde. C'est ce qu'affirme en tout cas le Figaro, et c'est à la fois un sondage réalisé par un site de coupons de réduction à destination des touristes. Pauvre Mona Lisa, certains jours, ce sont parfois 25 000 clampins qui passent devant elle dans une chaleur étouffante pour faire leur selfie avec un sourire un peu niais. Et la nouvelle présidente du Louvre est bien consciente du problème, et c'est pour cette raison qu'elle envisage de réinstaller la Joconde dans une salle à part, nous apprend Claire Baumlard. Mona Lisa, c'est un peu la Taylor Swift du Louvre, quasiment une marque à part entière. Pas un jour sans qu'un nouveau produit dérivé ne surgisse. Il faut assumer cette dimension d'icône mondiale du tableau qui nous dépasse, explique fataliste Laurence Descartes, la présidente du Louvre. Mais pourquoi décevante? Pourquoi avez-vous dit qu'elle était décevante, la Joconde? C'est pas moi qui le dis, c'est ce sondage. Ouais, c'est étonnant. Alors après le sourire de la Joconde de l'époque. Mais je pense que si vous voulez, ce sont les touristes qui sont déçus. Voilà, ils s'attendent à avoir quelque chose d'exceptionnel. Et c'est tout ils petit. se retrouvent, si vous Et voulez. il fait chaud et on voit rien. Voilà. Bon, après le sourire de la Joconde, on parle d'amour. Oui, d'amour et de sexualité. Bonjour. Mais des personnes âgées. Pardon. Et c'est encore un tabou dans notre société, explique Lacroix, qui consacre une très intéressante enquête à ce sujet. Quelques chiffres pour commencer. 70% des 60-64 ans ont une vie sexuelle active et ils sont encore 32% dans la tranche des 80-84 ans. Dans les maisons de retraite, les histoires d'amour et de sexe ne sont pas rares, raconte Esther Sarajordia. Il y a Michel, par exemple, qui se sent rajeunir depuis qu'elle n'est plus seule. Mais il y a quand même un hic. Les familles. Pour beaucoup d'enfants, imaginer leur mère ou leur père avoir des relations sexuelles est impensable, d'autant plus lorsqu'ils deviennent vieux, analyse une gérontopsychiatre. La directrice d'une maison d'ailleurs témoigne. Une fois, j'ai appelé la fille d'une résidente pour lui dire que sa maman avait commencé une relation, qu'elle était très épanouie. Elle a été choquée et préfère ne pas voir sa mère en présence de son nouveau compagnon. Bon, mais on va terminer avec 2 personnes âgées, et même 3, qui, elles, alors, ne peuvent pas se voir, mais qui vont quand même être bien obligées. Ils ont respectivement 80, bientôt 78 et 62 ans, et c'est l'opinion qui nous apprend qu'ils vont se retrouver tous les 3 au mois de juin en Normandie.
Un détail, ils sont ou ont été présidents des États-Unis. Eh oui, si on savait que Joe Biden serait bien sûr présent aux commémorations du 80e anniversaire du débarquement, Jean-Dominique Merchet affirme que Donald Trump et Barack Obama ont également décidé de s'y inviter. Bonjour le protocole. Au milieu de tous les vétérans, ce ne sera plus une commémoration, ce sera un débarquement. Et ce ne sera plus une plage, ce sera un EHPAD. Oh, c'est méchant pour Obama à 62 ans. Ouais, il est jeune, Obama. Y aura-t-il une histoire d'amour entre ces trois-là? Peu probable. Une histoire d'amour qui finira mal. Voilà, la revue de presse d'Europe 1. Merci beaucoup Olivier Delagarde. On cherche